Nous sommes au XVIIe siècle, dans une Europe conquise par la monarchie absolue, qui ont soif de pouvoir et d'extension de leur territoire. On peut alors se demander comment était la situation à l'époque et est-ce que toute l'Europe est dans la même situation. Bonjour à tous, c'est Overstory et aujourd'hui on parle du royaume de France et d'Angleterre au XVIIe et au XVIIIe siècle. Je vous souhaite un bon visionnage. Premièrement, le royaume de France est marqué notamment au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle par le règne de Louis XIV, de 1638 à 1715. Il est le fils de Louis XIII et Anne d'Autriche. C'est un roi possédant tous les pouvoirs, on appelle son pouvoir une monarchie absolue de droit divin. Petit bonus si vous ne le savez pas, c'est le règne le plus long d'un roi au monde. Et oui, la reine d'Angleterre est à peine en dessous. Louis XIV, ou le roi Soleil, a un grand besoin de domination. Il veut agrandir son influence et par conséquent son territoire, tout en faisant rayonner la France à l'étranger. Il utilise son surnom de roi Soleil afin d'imposer le respect. En effet, il veut soumettre son peuple en utilisant plusieurs outils très puissants. La propagande, sculpture, art, peinture, monuments, on parle d'un réel culte de la personnalité où le roi Soleil se présente comme un grand guerrier, protecteur et puissant. Mais en réalité, ce n'est pas un bon général sur le terrain, simplement un bon stratège, mais rien de plus. Une armée solide, pour dissuader toute révolution, Louis XIV est à l'origine d'une modernisation de l'armée. Artillerie, bateaux, organisation. Louis XIV soutient également les manufactures, armes. Et le plus important pour l'époque, la religion. Effectivement, Louis XIV se sert de son titre de monarchie absolue de droit divin pour soumettre le peuple, car la majorité du peuple est catholique. Afin d'unifier le peuple, il tente d'unifier le pays en révoquant l'édit de Nantes, signé en 1598 par Henri IV, pour mettre fin aux guerres de religion, notamment entre protestants et catholiques. Cette révocation sera une des plus grandes erreurs de son règne. En effet, des églises seront détruites et brûlées, des contestations entre protestants et catholiques reverront le jour, etc., etc. De plus, il veut réunir la noblesse à Versailles, son palais royal qu'il a tellement protégé et enrichi. Certains sont ici soit par obligation du roi, soit par intérêt. Également, il réduit le pouvoir du Parlement à néant. Il ne le supprime pas explicitement, pour éviter toute révolution, mais le rend totalement inutile. Louis XIV défend le principe du mercantilisme, qui est un courant de pensée économique qui a pour but d'enrichir le souverain durant son règne. Les impôts seront multipliés par 3 durant son règne. On peut citer qu'il soutient le secteur de l'agriculture, que depuis son règne, les réunions économiques auront lieu très souvent. Et également, le savoir-faire aux Français en termes de commerce mondial rayonne, tout en imposant des droits de douane pour limiter les autres pays à en vendre en France, en créant des compagnies de commerce pour faciliter les exportations, et des compagnies qui inondent le monde de marchandises françaises. On constate alors que la France, grâce à Louis XIV, rayonne dans le monde. Avec cet argent, il ruine le pays. Avec les guerres très coûteuses, on peut citer la Ligue d'Augsbourg, séparant la France et quelques alliés à une entière coalition européenne. Et également, ses rénovations sans limite du château de Versailles. Dès son enfance, Louis XIV est confronté à la Fronde en 1648. Il s'agit d'une guerre civile opposant le noble et la royauté. Cela traumatise le roi et il punit la noblesse une fois arrivé au pouvoir. Il les remplace par ce qu'on appelle des intendants révocables qui prennent la place des nobles mais qui sont sous l'emprise du roi Soleil. Il est entraîné par Mazarin lors de son enfance qui lui offre un conseiller une fois au pouvoir. C'est Colbert qui s'occupera de l'économie du pays en la fortifiant et en la révolutionnant, en la rendant forte avec de nombreuses péripéties économiques, mais comme je l'ai dit auparavant, ces efforts seront finalement rayés par le roi lui-même. Et enfin, le roi possède le pouvoir judiciaire. Il peut envoyer n'importe quel habitant en prison avec une seule lettre, la lettre de cachet, ce qui lui offre au roi un pouvoir pénal sans limite. On remarque donc que Louis XIV possède un pouvoir sans limite, tout concentré entre ses mains, et de rares élus comme Colbert. Mais leurs efforts peuvent être effacés avec une seule décision du roi. Le royaume de France est alors dominé par un pouvoir sans faille, jusqu'en 1715, où le roi Soleil meurt d'une maladie. En conclusion, on remarque que le royaume de France a été dominé durant tout le règne de Louis XIV. Le fils de Louis XIII possédait tous les pouvoirs, de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais est-ce pareil partout en Europe ? Pendant que l'Europe est dominée par la monarchie absolue, comme on vient de le voir,
Le royaume d'Angleterre exerce un pouvoir de contre-pouvoir, ce qui oblige le roi à des compromis avec les autres classes sociales du pays. Des rois comme Jacques Ier ou encore Charles Ier sont tentés par le pouvoir absolu. Ils sont jaloux du pouvoir immense que les rois du reste de l'Europe ont. Quand ils voient ce qui se passe en France avec Louis XIV, ils sont dégoûtés, littéralement. Ils veulent alors récupérer ce pouvoir à tout prix. Charles Ier tente alors un coup de pression au Parlement anglais, en les menaçant avec son pouvoir royal. Cependant, le message n'est pas bien reçu par les parlementaires, pour la majorité, qui refusent de se laisser abattre. Les tensions dégénèrent alors, et une guerre civile éclate durant 7 longues années sanglantes, opposant parlementaires contre le pouvoir royal. La guerre se termine sur une défaite du roi Charles Ier. Il est finalement exécuté après la victoire des parlementaires. Comme on peut le constater, la France n'est pas la première nation à avoir contesté le pouvoir royal aussi fortement. Après ces années déchirantes, une république tente de s'installer en Grande-Bretagne. Mais c'est un véritable échec qui se déroule comme une période de terreur, la même qu'on a vécue en France un siècle et demi plus tard avec O'Connell, qui est l'équivalent de Robespierre qu'on a connu en France. Le roi revient donc au pouvoir pour y mettre un terme, et Charles II prend le pouvoir en 1660 pour calmer les tensions. Il s'agit du frère de Charles Ier, mais son pouvoir est considérablement limité, surtout après la défaite de Charles Ier. Voici un schéma du fonctionnement anglais de l'époque. On observe que le roi nomme les ministres, réunit le Parlement, peut dissoudre la Chambre des communes, et possède simplement le pouvoir exécutif. Le Parlement, quant à lui, possède tout le pouvoir économique du pays, notamment le budget de l'armée, et faire voter les lois. Dans le Parlement, on retrouve la Chambre des communes, votée par 20% des hommes les plus riches de l'époque, infime proportion du peuple anglais de 7,5 millions d'habitants. C'est un suffrage qui n'est pas universel, mais simplement censitaire. Et enfin la Chambre des lords, réunissant la haute noblesse, lords temporels, ducs, marquis, comtes, vicomtes et barons, et le clergé, archevêques et évêques, qui sont nommés par le roi. On remarque alors que le royaume d'Angleterre possède un pouvoir équitablement réparti, où le roi, les nobles, les religieux et même le peuple ont la capacité de défendre leurs propres intérêts, ce qui est extrêmement rare pour l'époque. Je vous rappelle que l'Europe est dominée par la monarchie absolue. Quelques décennies plus tard, le Parlement anglais met en place 2 lois extrêmement puissantes pour limiter encore plus le pouvoir royal. Habeas corpus, voté en 1679, c'est une loi empêchant toute détention arbitraire décidée par le roi. Chaque condamné peut demander un vrai procès, une vraie justice pour juger son sort. Cette loi met fin aux emprisonnements sans raison par le roi, comme il y a en France avec la lettre de cachet qu'on a vu précédemment. La deuxième loi est le Bill of Rights, signé en 1689. Cette loi va limiter grandement la capacité de décision du roi. Cette loi oblige le roi à se soumettre à la loi. On peut citer les dépenses royales et le budget de l'armée, qui sont désormais obligatoirement décidés par la loi et non plus par le roi. On remarque une différence énorme entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre. D'un côté un peuple soumis et un roi ayant tous les pouvoirs allant jusqu'au divin, en maîtrisant la religion, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Et de l'autre côté, un pouvoir décentralisé où le pouvoir est réparti entre toutes les classes sociales et où la loi règne. C'est l'opposition entre l'absolutisme de Louis XIV, où le roi est le seul détenteur de l'autorité, et le contre-pouvoir, où le Parlement est très puissant et tout le monde est quasiment représenté. On répond alors à notre problématique, l'Europe est-elle simplement représentée par des monarchies absolues? Non. La Grande-Bretagne fait exception. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à commenter en dessous de la vidéo pour partager votre avis et me prodiguer des conseils pour l'avenir de la chaîne. Alors, cette vidéo m'a pris un bon bout de temps pour la préparer, mais j'ai essayé de rendre la vidéo la plus immersive et complète possible. Si vous avez des choses à rajouter en commentaire, cela serait le bienvenu. Que ça soit des conseils pour la voix, pour la vidéo, etc. etc. N'hésitez pas à me donner des conseils, je suis preneur car je suis débutant dans ce genre de vidéo. Bref, merci d'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles histoires.